Dans le cadre de la page culture, ce soir, comme tous les samedis, un invité, le professeur René Nguetia Kwasi, auteur de plusieurs œuvres. La première est intitulée Les chemins de développement de l'Afrique. La deuxième, Comment gouverner autrement la Côte d'Ivoire. Et la troisième, Les défis du développement de l'Afrique contemporaine. Contrairement aux autres éditions, nous parlons avec notre invité ce soir de ces trois œuvres. Bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur, vous êtes l'auteur de ces trois œuvres. Vous venez de les publier, n'est-ce pas, aux ouvrages chez L'Art Martin. Dans votre dernier ouvrage, vous développez, selon vous, les défis majeurs de l'Afrique contemporaine. Quels sont ces défis et pourquoi? Quels sont ces défis? Ces défis sont énormes, mais permettez que je vous en cite quelques-uns. Pour moi, l'Afrique doit doit nourrir sa population à partir de son agriculture, parce que l'Afrique détient 60% des terres arables dans le monde. Donc il y a un paradoxe que détenant 60% des terres arables, que le continent ne soit pas en mesure d'assurer l'autosuffisance alimentaire de ces populations. Donc ça, c'est un défi majeur. L'autre défi, c'est développer l'agro-industrie. Pourquoi développer l'agro-industrie? Parce que 90% des aliments consommés en Afrique ne sont pas transformés. Seulement 10% sont transformés. Donc le segment 90%, c'est une source potentielle d'investissement, de création d'emplois, de distribution des revenus, etc., etc. Donc, nous disons que l'Afrique ne doit pas rester à 10% de la transformation. Il faut aller au-delà. Et puisque nous avons toutes les potentialités agricoles, c'est normal que l'économie africaine profite, n'est-ce pas, de son segment agro-industriel pour connaître un épanouissement réel. Que faut-il donc faire? Que faut-il faire par rapport à cela? Oui. Ce qu'il faut faire, il faut développer des structures au niveau en amont comme en aval. En amont, il faut motiver les paysans, il faut mettre des structures d'encadrement pour la production agricole. Il faut amener les producteurs, les paysans africains à s'intéresser à l'agriculture vivrière, par exemple. Mais pour cela, il faut mettre au niveau, n'est-ce pas, de l'agriculture vivrière, toutes les incitations, toutes les structures d'incitation à la production. Par exemple, le prix, par exemple, la production agricole. Ça paraît facile, mais est-ce que nos gouvernements ont les moyens de mettre en œuvre toutes ces propositions? Oui, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas. Mais c'est pour cela que c'est un défi. Il faut relever les défis, il faut se donner les moyens pour les relever, sinon l'Afrique va rester pendant longtemps à la traîne de la communauté internationale. Et autre défi, je crois, il faut faire un rattrapage scientifique et technologique, parce qu'il y a un gap énorme. Le développement se trouve dans les écoles, le développement se trouve dans les universités, dans les centres de recherche, etc., etc. Quand vous allez en Inde actuellement, vous allez en Bangalore, vous avez que vraiment... C'est là le développement, le cœur du développement indien, c'est l'éducation. Est-ce à dire que tous les jeunes africains doivent aller étudier en Occident? Non, pas en Occident, mais mettons en place les structures de formation et d'éducation dans nos pays. Et là aussi, nous n'avons pas le choix. Parce que le gap scientifique et technologique est tellement énorme qu'il faut s'y prendre dès maintenant pour donner aux jeunes, n'est-ce pas, tous les moyens nécessaires leur permettant, n'est-ce pas, de mettre en œuvre, de traduire dans les faits leurs opportunités également. Vous parlez également de plus en plus vous souhaitez que la bonne gouvernance soit érigée en un code de conduite quotidien pour tous les citoyens africains. Quelles sont vos raisons? Non, la bonne gouvernance, c'est la meilleure conseillère en matière de développement. Généralement, quand on parle de bonne gouvernance, on pense que c'est seulement l'État, le gouvernement qui est concerné. Et là, vous avez parfaitement raison, parce qu'en Afrique, lorsqu'on parle de bonne gouvernance, on a tendance à regarder l'élite au pouvoir. Alors que la bonne gouvernance, c'est une vertu qui doit être... Toutes les populations, tous les citoyens africains doivent s'approprier des vertus de la bonne gouvernance. Et c'est pour ça que nous parlons de la bonne gouvernance, de la micro-gouvernance et de la macro-gouvernance. Et si tous les citoyens africains s'approprient des vertus de la bonne gouvernance, je crois que cela va produire un impact considérable sur le niveau de la gouvernance au niveau de nos pays, au niveau de notre continent. Dans l'une de vos œuvres, vous parlez de comment gouverner autrement la Côte d'Ivoire. Que doit-on comprendre par autrement? Bon, comprendre par autrement, là l'idée, ce livre a été publié en 2010 et l'inspiration part des difficultés que nous avons connues et dans le souci d'apporter ma contribution
à la résolution de tous ces problèmes. Ce livre a été publié et préfacé par le ministre Si Amara. C'est un répertoire de solutions que je propose aux différentes difficultés que connaît notre pays. C'est-à-dire c'est un livre conseil, je dirais c'est un livre qui est une source d'inspiration pour tous les Ivoiriens, quel que soit leur domaine d'activité, quelle que soit leur classe sociale. Donc c'est ma contribution, n'est-ce pas, au développement de la Côte d'Ivoire. Vous verrez à travers ce livre un catalogue de projets clairs et faciles à comprendre et bancables. Et je pense que si ces projets, la liste n'est pas exhaustive, mais si ces projets sont mis en œuvre, je pense que la Côte d'Ivoire pourrait s'en sortir. Dans votre première œuvre intitulée Les chemins du développement de l'Afrique, vous parlez naturellement du chemin que doit emprunter l'Afrique pour aller vers son développement. L'autre œuvre, c'est les défis majeurs de l'Afrique contemporaine. Y a-t-il une véritable différence, n'est-ce pas, en matière de substance dans ces deux œuvres? Il y a une différence parce que le premier sur les chemins du développement de l'Afrique, c'est ma contribution à la réflexion sur l'avenir du continent. Et le livre est sorti en 2008. Je voudrais vous rappeler qu'à cette période-là, le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui a eu lieu à Accra en 2007, l'on parlait, n'est-ce pas, de quel type d'intégration, quel type de cadre qu'il faut proposer à l'Afrique, par exemple. Donc, le sommet d'Accra a retenu qu'il faut mettre en place les États-Unis d'Afrique. Donc, à travers ces livres, je propose, n'est-ce pas, certaines pistes et je donne des esquisses de solutions, n'est-ce pas, que je pense peuvent être explorées pour améliorer la situation du continent. Alors, nous aurons maintenant l'occasion d'aller à la découverte de l'une de vos œuvres. C'est dans ce reportage signé David Guedamobio. On aura certainement l'occasion de voir cet élément d'ici la fin de notre entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'œuvre Les défis du développement de l'Afrique contemporaine. Vous avez également parlé tout à l'heure de l'autre œuvre, les défis du développement de l'Afrique. Alors, parmi ces défis, est-ce que l'éducation n'est pas également un défi qu'il faille relever? Oui, l'éducation, c'est un défi majeur. L'éducation fait partie du défi. Quand je dis, par exemple, il faut rattraper le retard scientifique et technologique, là, il faut accorder vraiment une grande importance à l'éducation. Il y a un économiste qui disait que le pauvre est pauvre parce qu'il n'a rien à échanger. Et l'éducation, c'est la meilleure des clés qu'on peut mettre à la main d'une jeunesse pour lui permettre, n'est-ce pas, de se frayer son chemin. On vous a bien compris. Merci à vous, professeur René Nguetia Kwasi. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'œuvre Les défis du développement de l'Afrique contemporaine dont on a longuement parlé au cœur de cette page culture ce samedi soir.